Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder l'aspect un peu scientifique. Je vais vous parler de physique, je vais vous parler de spiritualité. Alors, je ne suis pas scientifique moi-même, enfin, je suis pas physicienne au CERN, au CNRS. J'ai lu et préparé pas mal de choses pour une conférence que j'ai donnée il y a quelques mois sur science et spiritualité. Donc, comme c'est une conférence d'1 h 30, vous imaginez bien que je vais réduire énormément le propos et l'aborder sous un angle qui m'intéresse un petit peu plus. Donc, on va pas faire un cours de physique quantique maintenant. Ça va être plutôt quelque chose d'un peu général, mais voir comment ça peut se relier et surtout les points intéressants, les questionnements. Ok. Alors, quel est le modèle standard à l'heure actuelle, qui a été fait dans les années 60-70, qui est toujours, pour l'instant, celui qu'utilisent les scientifiques? Ce modèle standard nous dit que la matière est constituée, alors toute la matière de tout l'univers est constituée par 12 particules. 12, uniquement 12. C'est quand même impressionnant. 12 qui en plus est un chiffre sacré. Les particules de matière, on les appelle aussi les fermions. Il n'y en a donc que 12 à l'origine de tout ce que nous connaissons, sachant qu'en plus, une partie de ces particules, dont les neutrinos, sont des particules qui viennent de l'espace. Dans notre vie quotidienne, de mémoire, il y en a uniquement 4 ou 5 qui nous constituent. C'est tout. C'est quand même assez impressionnant. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi de prendre conscience que nous sommes tous constitués des mêmes choses. Remarquez le peu de différence qu'il y a dans notre constitution. Nous avons les mêmes briques, 4 ou 5 briques par personne. Quelque chose de l'ordre de l'unicité dans cet univers. 12 éléments pour tout ce que nous voyons dans l'univers, c'est quand même pas grand-chose. Je passe très vite sur cette partie-là. Évidemment, les éléments qui composent la matière ont une masse qui est plus ou moins importante, mais une masse. Petit point quand même intéressant. À l'heure actuelle, la matière représente, telle que nous la connaissons, l'air, représente 5% de ce qu'il y a dans l'univers. C'est quoi les 95% qui restent? Eh bien, de la matière noire, c'est-à-dire de la matière dont on n'a pas encore réussi à trouver les preuves de l'existence réelle, mais on voit elle produit des champs au niveau des amas stellaires, au niveau des planètes. On voit les effets, si vous préférez, de la matière noire. Donc, ça devrait exister. Mais pour l'instant, impossible d'en trouver la trace. 27%, si je ne me trompe pas sur les chiffres, parce que c'est de mémoire, 27% de l'univers est constitué de matière. Et tout le reste, c'est quoi? De l'énergie. On l'appelle énergie noire parce que, pareil, on n'a toujours pas réussi à trouver qu'est-ce que c'était. Vous voyez l'histoire du cheveu par rapport à la galaxie, on est très très loin de comprendre le fonctionnement de notre univers. La réalité, on en connaît. On arrive par projection à en expliquer 5% de notre réalité quand même. C'est pas grand-chose. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que souvent on oppose la science et la spiritualité. Je pense que c'est lié évidemment à la scission à un moment donné entre la religion et la science, puisque tout était religion, et qu'il était hors de question d'expliquer quoi que ce soit. Quand on est dans la religion, on est dans la foi. Donc, il n'y a pas à chercher à comprendre. Surtout que si on cherche à comprendre, on peut commencer à mettre le doigt sur les choses incohérentes de la religion. Je rappelle que la religion, que je sache, mais je ne suis pas une spécialiste, ça naît
d'une personne, un sage, un prophète, un élu, un être éveillé, qui va donner des enseignements, et à partir de là, ça va être retransmis, retranscrit, et l'humain va rajouter son grain de sel de toute façon, ne serait-ce que par sa perception qui va au maître des choses. Forcément, ce n'est pas un maître celui qui retransmet. À la 10e génération. Donc, à un moment donné, la science s'est séparée de la religion pour chercher à comprendre. Mais maintenant, spiritualité est souvent amalgamée à religion, ce qui est pourtant totalement différent. Et il serait maintenant intéressant, et c'est ce qui est en train de se passer néanmoins, que les deux se rejoignent. Si je vous parle de cette convergence des deux, les éléments intéressants pour moi, c'est donc cette idée que de notre ignorance, donc ça laisse une grande part à plein de choses dont les sages nous parlent, que nous pouvons sentir à l'intérieur de nous. Je me suis intéressée à la spiritualité parce que la science n'avait pas réponse à tout. Je me suis intéressée à la spiritualité parce que la religion, j'étais vaguement élevée dans la religion catholique, il y avait un peu trop de miracles à mon goût. Donc, il doit y avoir une voie quelque part. Maintenant, la science vient corroborer beaucoup de choses, beaucoup d'affirmations liées à la spiritualité. Alors, ce qui me frappe déjà dans ces explications, c'est donc cette notion d'ignorance, cette notion aussi de communauté. Je reprécise. À l'heure actuelle, les théories scientifiques nous disent que notre univers a été créé au moment du Big Bang. Imaginez toute la matière de l'univers qui serait contenue dans une boule de pétanque. Cette boule de pétanque exploserait, un Big Bang, et toutes les particules se répandraient et créeraient un univers. Alors, ça c'est une explication, mais il y en a plein d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la physique quantique, on nous dit également, une de ces lois, que toute particule qui est intriquée, alors intriquée, ça veut dire que ça a été suffisamment proche pour être mis en contact, ces deux particules vont interagir à distance, même s'ils sont éloignés de milliers de kilomètres. Des expériences ont été pratiquées en ce sens, avec des photons qui ont été donc suffisamment rapprochés pour pouvoir rentrer en connexion, façon de parler, l'un avec l'autre, puis éloignés. Je crois que c'était à l'ISS justement que ça a été vérifié. Un photon sur l'ISS, un photon sur Terre. Hop, et on s'aperçoit que, instantanément, il n'y a plus de notion de durée, il n'y a plus de notion de temps. On est dans un phénomène qui dépasse les notions de la relativité générale d'Einstein. C'est instantané. L'information, la transformation subie par un photon se répercute sur l'autre. Alors il y a quand même un point important à préciser, ce qui est souvent une incompréhension, c'est que intrication ne veut pas dire la même chose. C'est-à-dire que, sans rentrer dans les détails de spin, de choses comme ça qui sont quand même un peu complexes, un peu globalement, s'il tourne à gauche, ça veut pas dire que son copain intriqué va tourner à gauche. Il peut tourner à droite. C'est un peu action-réaction. Mais donc, il y a quand même une résultante instantanée. J'en reviens à ma boule de pétanque tout à l'heure du Big Bang. C'est que toute la matière de l'univers ayant été réduite à une boule de pétanque, étant de la taille d'une boule de pétanque selon certaines théories au départ, avant le Big Bang, vous imaginez bien que toutes les particules de cet univers ont forcément été intriquées. Ce qui veut dire qu'il y a forcément connexion entre toutes les particules. 17 particules quand même. Tout est interconnecté
et que tout agit sur le tout. Non. Ce qui nous ramène évidemment à cette notion d'unité dont parle moult sagesse, en particulier orientale, de cette idée de globalité. Nous sommes un tout. Ah bah oui, à 17 particules, nous sommes un tout, oui. Ça, c'était un point important. Au niveau de cet univers, justement, qui d'ailleurs n'est pas le seul univers, à l'heure actuelle, beaucoup, c'est quand même le mouvement, un mouvement très important au sein des physiciens. Beaucoup de physiciens soutiennent la théorie des multivers, c'est-à-dire que cet univers ne serait pas le seul, mais qu'il y aurait une multitude d'univers avec chacun des lois différentes. Cette théorie peut être mise en relation avec la notion, alors dans certaines spiritualités, certaines croyances, il y aurait différents niveaux vibratoires, puisqu'on parle d'enfer dans la religion chrétienne, d'enfer, de paradis, de purgatoire. Donc il y aurait 3 niveaux. Il me semble qu'au niveau du bouddhisme, il y a aussi des niveaux différents. Je crois avoir croisé ça un petit peu dans différentes lectures, cette notion de niveau. Et par rapport à ce que je peux ressentir moi et ce que j'ai pu comprendre, j'avais cette notion de champ vibratoire, de terrain vibratoire. C'est-à-dire que dans l'au-delà, quand nous quittons ce corps terrestre, cet univers donc, nous passons à un champ vibratoire différent, mais sur Terre c'est très varié, dans l'au-delà, dans un autre univers c'est peut-être moins varié, et nous allons dans un univers qui correspond à nos vibrations, avec des lois différentes. Est-ce qu'on en a la preuve? Bien sûr que non, on n'en a pas la preuve. Et puis, est-ce que voir quelque chose c'est une preuve? Non. Et en même temps, comment expliquer les fantômes? Comment expliquer les communications avec l'au-delà? Les communications avec des personnes mortes. Il y a, c'est le père François Brune, dans un de ses ouvrages, qui disait que des prix Nobel de physique avaient conçu un appareil, je me souviens plus du nom, ça finissait en on, cet appareil, pour communiquer avec les morts, un appareil qui fonctionnait très bien. Je fais un aparté quand même. Sur communiquer avec les morts. C'est pas parce que les gens sont morts qu'ils sont devenus sages. Ça n'est, vous n'iriez pas aborder le premier individu dans la rue pour lui demander son avis sur des sujets très importants en vous disant il a parlé, il sait. C'est le même que vous allez retrouver dans l'au-delà. Donc attention à ces communications dans l'au-delà qui sont prises comme des vérités, comme des gens sages. Non. C'est pas parce qu'on est mort qu'on est sage, on est juste un peu moins lourd. Alors, j'ai tellement de choses à vous dire que c'est difficile pour moi de rester structuré. Là, ça m'amène sur un autre territoire, donc j'ai besoin de vous en parler. La matière a une masse. La seule particule qui n'est pas de matière, qui est zéro matière, c'est le photon. Le photon, donc, c'est quand même intéressant de voir que la lumière est composée de particules qui n'ont pas de masse. C'est de la pure énergie. Une pure énergie qui est d'une portée infinie et qui est messagère. Et cette force est électromagnétique. Ça devrait vous titiller. Parce que l'électromagnétisme, c'est ce sur quoi s'appuie la loi de l'attraction, en tout cas, c'est ce qui résonne. La loi de l'attraction, c'est ce dont on parle en spiritualité, comme fonctionnement, loi de fonctionnement de l'univers. Et en même temps, la science actuelle nous dit, ces photons, cette énergie électromagnétique, elle est de portée infinie, nous baignons dedans, bah oui, puisque nous baignons dans la lumière. Il y a aussi une énergie qu'on appelle noire, on ne sait pas ce que c'est. On sait qu'elle a une influence, mais on ne sait pas. Alors,
cette énergie noire, à l'heure actuelle, ce qu'on a repéré comme influence, on la rend responsable de l'expansion de l'univers. Parce que l'univers ne devrait pas être en train de s'expanser. Et en plus, il accélère son expansion. Qu'est-ce que nous dit la spiritualité là-dessus? Elle nous dit, c'est le fait d'avoir des désirs, d'émettre des intentions, donc c'est l'énergie mentale, ou en tout cas de la conscience, qui crée l'expansion de l'univers. Est-ce que les photons créent forcément de la lumière? Ça, c'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre. L'électromagnétisme, il me semble que non, parce que l'électromagnétisme, c'est aussi l'énergie qui tient l'électron collé, qui permet à l'électron d'être ce nuage autour de l'atome, sans partir, sans s'éloigner, sauf s'il y a une force supérieure qui va faire sortir l'électron de son champ. Oui, c'est un peu compliqué par rapport à l'électron, si j'en reviens à l'atome, ça va dans tous les sens, l'électron moi aussi, parce que, vous savez, on a tous appris un atome avec un électron qui orbite autour. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça et moultement plus intéressant. Si on rentre dans la physique quantique, on s'aperçoit que l'électron n'est pas sur un orbite, mais en fait, est dans un champ de probabilité. C'est-à-dire qu'il est là, et en même temps il est là, et en même temps il est là, et en même temps il est nulle part. Et ça, c'est merveilleux. Parce que ça nous amène plutôt, à cette notion que j'adore de la physique quantique, qui est l'effondrement de la fonction d'onde. Alors déjà, ça fait bien de dire ça, mais ceci posé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon nuage, donc en fait, c'est comme un nuage. Imaginez un nuage avec plein de trucs à l'intérieur, ça vibre, ça vibre. À partir du moment où je prends une photo, où je veux mesurer, ou alors où je porte mon attention, et celle-là, elle est très importante, vous pouvez l'encadrer, à partir du moment où je porte mon attention, donc où il y a un observateur, c'est comme si on était à 1, 2, 3 soleils, tac, l'électron se fige et prend sa position finale. L'électron se fige et prend sa position finale, c'est-à-dire que c'est l'observateur qui va déterminer par son regard, par le fait d'observer, qui va déterminer ce qu'il y a en face de lui. Et comme ça résonne avec la loi de l'attraction aussi, ça. La CIA et la NASA ont travaillé conjointement. Pendant les années de la guerre froide, il y avait un programme qui était de l'espionnage à distance par, on appelle ça les phénomènes parapsychiques, qui permettaient d'espionner les Russes, de voir ce qui se passait sur leur terrain. En fait, pour faire très court, il a été démontré par ces deux instances qu'en prenant n'importe qui dans la rue, en le formant à, en fait, s'autoriser à voir. Parce que si on vous dit, vous pouvez voir dans l'espace, avoir des visions de quelque chose, mais non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas de la science, ça. Mais justement, si, c'est de la science. Pas répandu, on ne le dit pas, mais on en est là. Dans les années 50, 60, 70 quand même, hein. Et donc, en s'entraînant, des gens du commun ont été capables de voir, d'espionner des installations, de repérer des silos remplis d'armes, de voir où se trouvaient des mouvements de troupes, etc. Plus fort encore, ils ont été capables de voir des choses dans le temps. Et en même temps, c'est le cas de le dire, ça reste tout à fait cohérent puisque selon Einstein, l'espace-temps, c'est la même chose.
Et je ressaute du côté de la science pour vous parler de cette notion d'espace-temps, justement, d'univers. Donc, un univers, plusieurs, on ne sait toujours pas. Est-ce que notre univers est de taille finie ou de taille infinie? On ne sait toujours pas. Suivant la théorie, c'est variable. Certaines théories disent 45 milliards d'années-lumière de circonférence pour notre univers, qu'on représente plutôt comme une sphère. Et puis pour d'autres, c'est infini. Il y a encore deux autres courants qui s'opposent, ou en tout cas qui se cherchent, sur l'explication de l'univers. Il y a une vision de l'univers qui est en termes d'espace-temps, avec Einstein, où en fait tout est géométrie. Placement, cluster, chaque particule les unes par rapport aux autres pour créer des formes différentes. Alors mon explication est très très bancale là. Hein. Je sais simplement que ça parle d'espace-temps, de géométrie spatiale. Et puis de l'autre côté, on est en train de renier un peu l'espace-temps, même carrément, pour parler en fait de matière et de qualité inhérente à la matière. Tout est matière. L'espace-temps serait plus une propriété de la matière, alors que dans l'autre explication d'Einstein, l'espace-temps est premier. De l'autre côté, donc, on a la théorie des cordes, théorie des supercordes, et puis on essaie de réunir tout ça et d'arriver à quelque chose. J'en reviens sur cette notion de matière. La matière, quand même, Einstein nous a dit E égale mc2. E égale mc2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de l'énergie, c'est égal à de la matière fois la vitesse de la lumière au carré. Mais l'énergie, c'est de la matière. Lavoisier, la loi de Lavoisier, vous connaissez bien, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Quand je prends de l'énergie, si je retire de l'énergie, je vais créer de la matière. Si je prends des particules à la matière, je vais créer de l'énergie. Ça veut dire que nous, qui sommes matière, nous sommes aussi énergie. Dans ce qui nous constitue et dans nos messagers, il y a de l'électromagnétisme présent en nous. Nous avons aussi des particules radioactives dans nos os. Je ne sais pas si vous le saviez, moi je ne le savais pas, je trouvais ça fascinant. Nous émettons de la radioactivité. Cet électromagnétisme, nous sommes reliés au champ. Je pose ça, je viens un petit peu plus loin. Au niveau de la matière, chaque particule de matière a une particule opposée d'antimatière qui existe. Si je fais rencontrer matière et antimatière, il y a annihilation. Quand il y a eu le Big Bang, pas Big Bang, ça c'est autre chose, c'est autre chose. Quand il y a eu le Big Bang, il y a eu éjection et création de particules de matière et d'antimatière. Quelque part, ça aurait dû s'annihiler. On a retrouvé quelques particules d'antimatière, mais extrêmement peu. C'est rarissime. Ça devrait effectivement, si elles étaient toutes présentes, notre univers devrait s'annihiler. Mais où sont-elles passées? C'est quelque chose qui n'est pas logique, pas cohérent et incompréhensible pour les scientifiques. Il devrait y avoir de l'antimatière, autant que de la matière. Mais notre univers existe. Et là, il y a un truc. Pourquoi? Quelle est la force qui agit, qui fait que ça fonctionne quand même? On ne sait pas. À chaque instant, les particules émergent du vide et disparaissent. Et quand je dis à chaque instant, c'est pas chaque seconde, c'est à chaque milliardième, je vais y arriver, de seconde. Les particules émergent du vide et retournent dans le vide. Si je fais 1 milliard, non mais vous vous rendez compte, 1 milliard de fois, si je réduis la vitesse 1 milliard de fois, il n'y a rien, tchoc,
ça apparaît, tchoc, ça disparaît. Et ça n'arrête pas. Et là, il y en a une, et là, il y en a une, et là, il y en a une, et là, il y en a une. Si on revient à l'effondrement de la fonction d'onde dont on a parlé tout à l'heure, alors effectivement, c'était pour les électrons. Là, je ne sais pas assez pousser mes études et mes connaissances, mais si je relis tout, se pourrait-il que dans tout ce mouvement incessant, il est clair, Fritz Popp en a pas mal parlé, que nous vivons et nous agissons dans une mer d'énergie qui fluctue à chaque milliardième de seconde. Et si je relis ça avec l'effondrement de la fonction d'onde, se pourrait-il qu'à chaque milliardième de seconde, mon énergie mentale, celle de ma conscience, celle de mon cœur, l'énergie générale que j'émets, crée une réalité qui se fige, comme dans 1, 2, 3 soleil, à ce moment-là, en réaction avec ce que je suis. Des travaux ont montré qu'il y avait une interconnexion, une interrelation entre les organes et le monde extérieur. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, par rapport à notre cerveau crée les yeux qui créent la vue, mais c'est aussi, en sens inverse, ce que je vois qui vient frapper mes yeux et qui vient faire agir mon cerveau. Il y a un double circuit. Si je n'ai pas de cerveau, je ne créerai pas mes yeux. Alors c'est très mal expliqué ce que je vous dis, hein. Retenez cette notion d'interaction. Mais si j'avais pas ce mouvement-là, il n'y aurait pas ce mouvement-là. Et s'il n'y a pas ce mouvement-là, s'il n'y a rien qui vient vers moi, il n'y a rien qui ne se crée non plus. On a besoin de cette interaction. On ne peut pas être isolé du monde qui nous entoure, sachant qu'on en fait partie. Et nous en avons besoin en tant qu'humains pour fonctionner. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose de différent quand je vous dis qu'il faut être autonome affectivement, énergétiquement? Non. Nous en avons besoin pour fonctionner, pas pour nous en nourrir, hein, au plan humain. Mais là, je suis sur une échelle un petit peu plus large. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Parce que déjà, ça fait pas mal. Et puis, oui, il y a 1000 choses autres. Effectivement, je vais pas faire 1h30. Pour conclure cette petite séance sur la spiritualité et la science. Entre les deux, je vous ai pas parlé des travaux des Maru Emoto, du docteur Maru Emoto, du docteur Jacques Benveniste, sur la mémoire de l'eau, sur l'action des pensées très concrètement visibles sur les cristaux de l'eau, sur l'homéopathie. Je ne vous ai pas parlé de ces recherches qui ont été faites sur des plantes qui ont prouvé que les plantes captaient nos pensées et qu'elles y réagissaient. On commence à voir à l'heure actuelle que les arbres communiquent entre eux, que les plantes ont des moyens de communication. Donc s'il y a communication, il y a conscience. L'homme commence à peine, grâce à la science, à se rappeler qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas le seul être conscient sur cette terre, qu'il n'est au sommet de rien, puisque tout est constitué de la même chose que lui, tout a une conscience. Alors, pouvons-nous revenir à un niveau d'humilité et d'amour qui nous disent que nous ne sommes pas là pour faire quelque chose sur le monde, sur les autres, sur les plantes, mais pour être en harmonie intérieure. Et quand on est en harmonie intérieure, effectivement, ça déborde à l'extérieur. Et peut-être pouvons-nous créer, en ramenant la science et la spiritualité ensemble, un monde bien meilleur que celui que nous nous forgeons à l'heure actuelle par méconnaissance de la spiritualité. Il est temps de la réinjecter dans la science.
J'aurais mille autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là pour faire pas trop long. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bien sûr que c'était très incomplet. Bien sûr qu'il y a plein de choses sur lesquelles il y a à redire. Et voilà, c'était ce que j'avais à vous proposer pour aujourd'hui. Très belle journée à vous. À bientôt.